Qui dit île d'Oléron dit vent dans les voiles et plage immense où les pratiques sportives sont légion. C'est de la sensation à bloc, quoi, c'est de l'adrénaline. À Oléron, on trouve aussi un fort célèbre dans le monde entier grâce au jeu télévisé qui porte son nom, Fort Boyard. À l'origine, c'est surtout une forteresse stratégique. Il s'agissait de barrer la route, c'est un véritable vaisseau de pierre. Oléron a aussi son château avec un pont-levis, des murailles, des remparts et son maréchal de Vauban. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Je suis fort aise de vous voir ici. Vous découvrirez un autre personnage illustre, Champlain, appelé aussi le père de la Nouvelle-France. Champlain, c'est quand même un personnage particulier. Quand on va au Canada, c'est pas une réputation usurpée. Mais les aventuriers d'aujourd'hui, ce sont les pêcheurs qui ramènent chaque jour des centaines de kilos de poissons. Le nom qu'on trouve dans les caisses, généralement, c'est le nom du bateau. On ne vend pas des grizzlies, on ne vend pas des ours. Et voici enfin la star de l'île, la très célèbre fine de Clerc. Au niveau de la saveur, c'est une fine qui est très douce. Une saveur qui fait le bonheur des chefs cuisiniers. Il y a une tonicité, là c'est intéressant, c'est là où il ne faut pas trop les cuire les huîtres. Et Oléron regorge d'autres spécialités gastronomiques. Et là, j'ai l'impression que tu vas me faire goûter du pinot, t'en faire goûter. À quelques kilomètres du continent, ce voyage sur l'île d'Oléron promet d'être riche en sensations. Notre voyage en pays d'Oléron débute avec Thierry, un passionné d'histoire qui connaît son île sur le bout des doigts et qui pourrait nous en parler pendant des heures. Nous sommes sur les dunes de la plage de Boyarville. Boyarville qui est une petite station balnéaire qui tire son nom de Fort Boyard, le site emblématique de l'île d'Oléron. Fort Boyard est célèbre dans le monde entier grâce aux jeux télévisés qui s'y déroulent. C'est pour cette raison qu'il n'est plus accessible aujourd'hui. Une forteresse donc bâtie au milieu de l'océan, entre l'île d'Aix et puis l'île d'Oléron, à mi-chemin des deux îles, dans une perspective, dans un objectif qui était celui de défendre la mer des Pertuis, le plan d'eau donc qui est face à l'arsenal de Rochefort contre les attaques des Anglais. Il s'agissait de barrer la route, c'est un véritable vaisseau de pierre avec différents étages, des canons qui étaient installés, etc. Napoléon Ier en décide donc la construction. C'est Napoléon III qui l'achève dans les années 1850. Ce site-là, évidemment, il complète ce qu'on a appelé la ceinture de fer de la mer des Pertuis, donc qui protégeait Rochefort. À l'époque, Oléron était une place forte cruciale pour la défense de la France, d'où la présence d'autres bâtiments pour protéger le continent. Et nous disposons sur l'île d'Oléron d'un autre site emblématique qui est la citadelle du château d'Oléron, à quelques kilomètres vers le sud de Boyarville. Cet autre site emblématique, la citadelle du château d'Oléron, c'est au célèbre maréchal de Vauban qu'on le doit. Pour en faire la visite, Thierry a rendez-vous avec un personnage tout droit sorti d'une autre époque. Le voici qui arrive, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Je suis fort aise de vous voir ici. Et puisque nous sommes ensemble, permettez-moi de vous amener jusqu'à l'entrée de cette porte. J'ai maintes choses à vous y montrer. Avancez avec moi, je vous prie, c'est... Le maréchal de Vauban en personne? Non, en fait, Philippe est comédien et enfile ce costume plusieurs fois par semaine, avec un plaisir évident. Du chapeau de plume au vieux français, tout y est. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le comédien maîtrise son sujet. Dès que ces battants sont fermés, nous faisons tomber par là des pieux, d'énormes pieux, et ensuite nous fermions une autre porte à pont-levis, comme les châteaux médiévaux. Mais là, nous n'avions pas trouvé d'autre recette que celle-ci. Expert en défense militaire, le maréchal est ensuite devenu le commissaire aux fortifications de Louis XIV. Si j'étais prompt à créer des places fortes, sachez que je suis un polyorcète de premier ordre et que j'ai donné assaut à maintes places fortes qui tombèrent à terre comme autant de feuilles mortes. Vauban a donc participé à de nombreuses batailles. Il savait, comme on dit, tenir un siège. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Allons par là. Marcher aux côtés du célèbre Vauban est un régal pour notre passionné d'histoire. Le maréchal, quant à lui, ne semble plus vouloir s'arrêter et les anecdotes fusent. J'aimerais que nous avancions, venez vers ce fort Louvois qui est ici et vous allez comprendre son installation. Il est situé et accessible par une chaussée submersible et ces tirs de canon pouvaient se croiser avec les nôtres. Car là était l'intérêt de l'affaire, de croiser les tirs de canon. À ce propos, il me semble me souvenir que le roi Louis XIV avait eu un projet de création d'un fort au beau milieu de la passe entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. Qu'en est-il?
Il s'en ouvrait à moi il y a encore peu et me disait, monsieur de Vauban, il serait bon de construire une fortification sise à cet exact milieu. Je lui disais, sire, il serait plus aisé de saisir la lune avec ses dents plutôt que d'entreprendre pareille besogne en tel endroit. Et il faudra attendre bien des années avant que l'on construise cette fortification sous la forme d'un vaisseau de pierre. Mais las, entre le temps où le fort va se construire et les progrès de la balistique seront tels que, ma foi, le fort ne servira à rien. Ce fort a pourtant fini par voir le jour, puisqu'il s'agit du Fort Boyard. Monsieur, il m'a été fort agréable de vous instruire de nos citadelles. Mais ça a été un plaisir pour moi de vous écouter, monsieur le maréchal. Si fait, monsieur. Mais là, nos chemins doivent se séparer, car je dois commettre, comme je vous le disais, quelques rapports. Aussi, monsieur, j'ai eu l'honneur, l'avantage et le plaisir d'être votre maréchal de France, votre marquis de Vauban, commissaire général aux fortifications. Serviteur, monsieur. Mille grâces vous soient rendues. À vous revoir. Monsieur le maréchal, bonne fin de journée. Merci. Il est temps maintenant pour Thierry, notre guide, de retrouver le 21e siècle. Direction l'extrémité nord de l'île pour découvrir le seul phare de l'île, le phare de Chassiron. Thierry a donné rendez-vous à Dominique, son gardien, qui lui a promis une visite privée. On va monter. Et c'est parti pour 224 marches. Bien qu'aujourd'hui le phare soit entièrement automatisé, il n'y a pas pour autant d'ascenseur. Il faut donc être motivé pour grimper les 224 marches, mais les efforts fournis sont récompensés car le panorama, une fois là-haut, vaut vraiment le coup d'œil. Et voilà, on est arrivé au bout du monde. Ah oui. Aujourd'hui, quelle vitesse le vent mesuré au sémaphore? Alors là, juste à côté, donc voilà, on a le bâtiment qui est ici, c'est le sémaphore qui gère la station Météo France. Et donc à la station Météo France, on enregistre des rafales à 70 km/h là aujourd'hui. Cet après-midi là. D'accord. Donc comme tu peux voir, là, ça nous met une belle mer bien déchaînée. Ouais, ce qui justifie donc la construction dès l'époque de Louis XIV d'une tour à feu ici, puis ensuite d'un phare, parce qu'on est dans une zone d'accident maritime. Voilà, exactement. Avec le pertuis charentais pour protéger Rochefort. Donc le phare de Chassiron, la tourelle d'Antioche que l'on voit ici à 3 km, qui est sur un rocher de 1 km de long sur 700 mètres de large. Un rocher particulièrement accidentogène, je crois. Très dangereux, voilà, il y a énormément de naufrages. Je crois que tu en connais un particulier. En 1924, j'ai entendu parler, comme tout le monde, un peu du port Calédonia. Oui, c'est vrai qu'il a marqué les esprits des gens d'ici, celui-ci. Navire finlandais, je crois, et puis les gens de Saint-Denis se mobilisent comme ils savent le faire pour venir en aide aux naufragés. Et puis malheureusement, l'ensemble de l'équipage va mourir parce que les flots sont déchaînés et que personne ne peut leur venir en aide. Exactement. C'est d'ailleurs l'année qui suit le naufrage du port Calédonia qu'on va construire la tour d'Antioche sur le rocher en 1925. Voilà, il y avait déjà des prémices d'une balise, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle a été accélérée suite au naufrage. Le phare de Chassiron est aussi appelé le Bagnard, à cause des bandes noires et blanches qui le recouvrent. Nos deux passionnés pourraient encore échanger pendant des heures, mais il est temps de redescendre. Allez, on y va. Et c'est reparti pour 224 marches. Bah, dis donc, c'est quand même plus simple de descendre que de monter. Hein. Ah oui. Bon, enfin écoute, je te remercie beaucoup de cette visite très appropriée et très vantée. J'espère que ça t'a plu. Mais ça m'a beaucoup plu, c'est évident, oui, bien sûr. Aujourd'hui encore, c'est grâce au phare de Chassiron que l'on peut naviguer en toute sécurité. Et c'est entre autres grâce à lui qu'un petit port comme celui de la Cotinière peut rester en activité. Evelyne est femme de pêcheur. Elle nous emmène à la rencontre de Nicolas, le directeur du port, tandis que la Pastenague vient juste d'amarrer. Salut! Alors, la Pastenague, raconte. La Pastenague, c'est un bateau qui fait combien de mètres, Cyril? 13 mètres. 13 mètres, donc c'est un bateau un peu classique du port de la Cotinière. Les bateaux font entre 10 mètres et 21 mètres pour le plus gros, donc c'est vraiment des petits bateaux de pêche artisanale. Et il y en a combien dans le port? Alors dans le port, physiquement, il y a à peu près 80 bateaux qui débarquent et commercialisent ici. Mais on a aussi des ports périphériques sur le continent. Donc en tout, on a 120 bateaux qui vendent ici en Cré de la Cotinière. Donc là, on voit les bacs arriver, ça représente quel volume par an? Alors c'est des volumes assez significatifs, presque 5200 tonnes de produits débarqués et commercialisés par an. Et ça, au niveau du chiffre d'affaires, assez conséquent puisque c'est un chiffre d'affaires de 26,6 millions d'euros. La pêche est donc la véritable activité économique de l'île.
Depuis la Cotinière, des milliers de poissons sont commercialisés dans toute la France. Ici, le produit est bichonné et les installations parfaitement adaptées. Ici, on est dans le frigo. Ouais, donc c'est la chambre froide de stockage, donc on a très peu de capacité de stockage. Le but, c'est pour ça qu'on a 2 criées par jour, c'est d'éliminer le plus rapidement les produits qui passent devant les yeux des acheteurs. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme... Alors là, on a les bateaux. Alors, le nom qu'on trouve dans les caisses, généralement, c'est le nom du bateau. Hein. On ne vend pas des grizzlies, hein, on ne vend pas des ours. Donc, bon, il y a une grande diversité. Donc ici, des maigres. Hein. C'est un peu des apports un peu classiques d'ici. Après la zone de stockage, direction la zone de commercialisation, plus connue sous le nom de criée. Mais on est loin de l'ambiance des criées sur le port. Car aujourd'hui, tout est automatique. Les écrans d'ordinateur ont remplacé les crieurs. Qui peut acheter à la Cotinière? Alors, on trouve différents types d'acheteurs. On a les grossistes, les marailleurs, donc qui font des gros volumes et qui revendent pour le compte de poissonniers. Et ensuite, on trouve des poissonniers, alors soit des poissonniers qui ont plusieurs bancs de poissonnerie, c'est le cas ici de pêcherie de la Cotinière juste derrière. Il y a plusieurs bancs sur l'île, également Niort ou même Pau. Ensuite, on trouve des poissonniers qui ont juste un banc ou quelques marchés, donc c'est assez diversifié. On ne trouve pas de restaurateurs, ce sont des professionnels de l'achat et de la commercialisation directe du produit de la mer. D'accord. Après la pêche et la criée, direction maintenant la poissonnerie. Située à quelques mètres du port seulement, cette poissonnerie est un peu particulière puisqu'elle est en libre service. En plus de la fraîcheur garantie du produit, c'est ce qui attire de célèbres chefs cuisiniers comme James Robert. Bonjour Delphine, ça va? Oui. Alors c'est ici que c'est la poissonnerie en libre service? Oui, tu vois, c'est ici qu'on a ouvert notre poissonnerie en libre service. Donc le principe, tu vas prendre des gants, puis tu vas choisir ton poisson. D'accord, donc voilà. Très intéressant. En fin de compte, on le sert nous-mêmes. Voilà, ici on sert nous-mêmes, ce qui permet aux gens de s'approprier un peu le produit. Voilà, ils peuvent regarder, parce que d'habitude on ne peut pas vraiment toucher le poisson, alors que là, on peut choisir, tester, et quand on ne connaît pas, on en prend un petit peu en route, et puis ça permet de découvrir le poisson. D'accord. Je te donne des gants? Oui. Allez, viens, regarde. Et le fait de le toucher, tout ça, je veux dire, on peut le faire, quoi. Ah oui, oui, puis il n'y a pas de souci, et les gens font très très attention, j'ai pas de problème. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, je vais mettre mes petits gants. Voilà. Voilà, super. Donc après, il n'y a plus qu'à choisir un beau poisson de la Cotinière. Alors oui, de préférence. Donc qu'est-ce que tu as comme... donc là, je vois qu'il y a des cétos. Ah oui, il y a des cétos. Alors là, bon, on n'a pas eu trop de beau temps, hein, donc c'est un peu limité. On a la roussette, on a le bar. C'est la pleine période du bar. Et alors là, comment peut-on imaginer bien choisir son poisson? Quels sont les critères un petit peu? Là, le critère, tu vois, déjà, quand tu le prends, il tient tout seul. D'accord, donc bien ferme. Il est ferme. L'œil, tu vois, regarde. L'œil vif. Il a un œil magnifique. Il a des ouïes rouge sang. Donc voilà, ton poisson, il est de cette nuit, il est super. En bonne commerçante, Delphine ne vend pas que du poisson à l'étalage. Et on m'a dit aussi que tu faisais une petite partie de ton activité en conserverie aussi. Oui. Alors en fait, depuis le mois d'avril, donc on a ouvert une conserverie sur Oléron, la seule conserverie de poissons. Et donc voilà, on a développé toute une gamme et on a eu notamment 2 prix. Donc pour la soupe de poisson et pour la rillette de mulet à la moutarde. Donc voilà, on a eu le poisson voilà, traditionnel, donc avec 35% de poisson. Et donc la rillette de mulet à la moutarde qui se trouve là. Très bon poisson, le mulet méconnu, mais excellent. Mais très très bon poisson. Et franchement, on est resté scotché quand on a fait les recettes. Oui. Ça sublime le goût. Donc nous, pas de conservateur, pas de colorant, agar-agar comme gélifiant, donc tout au naturel. Voilà, et au minimum, dans toutes nos recettes, au minimum 48% de poisson. Tout a l'air délicieux et James, qui a fait le tour, s'est enfin décidé pour un produit. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes quelques huîtres parce que j'ai une recette d'huîtres chaudes à la fondue de poireau à faire. Eh ben, pas de souci. Une douzaine d'huîtres? Oui, allez. ça va le faire. Voilà. Super. Écoute, je vais aller pas de souci. Je sais que ça va être délicieux, comme d'habitude. À bientôt. Bonne continuation. Bonne dégustation, bonne cuisine. Merci. À bientôt. L'huître, c'est le produit phare de l'île d'Oléron.
Et si James s'est finalement décidé pour ce fruit de mer, c'est parce qu'il doit honorer une promesse faite à un jeune chef cuisinier. Il a en effet promis à Romaric de lui apprendre à cuisiner une recette dont lui seul a le secret. Bonjour Romaric. Comment va? On me ramener quoi là? Eh ben écoute, des huîtres de la pêcherie de la Cotinière qu'on va tester en huîtres chaudes. Ouais, elles sont belles. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Cette recette, c'est celle de l'huître chaude à la fondue de poireaux. Une recette simple en apparence, mais qui cache pourtant bien des secrets de fabrication. C'est qu'elles étaient dures à ouvrir ces huîtres, hein. T'as vu? Ouais, elles étaient bien... Coquilles bien épaisses. Ouais. T'aimes ça les huîtres? Alors ça. Crues, chaudes. Crue, cuite, tartare. Ouais, tartare, c'est bon. Ouais. Mais tu sais que souvent des gens qui n'aiment pas les huîtres crues, par le biais de les cuisiner chaudes, si tu veux, tu les amènes petit à petit à aimer les huîtres crues. Hein. D'accord. On y arrive. Hein. Et donc là, on va commencer à faire la recette des huîtres chaudes à la fondue de poireaux. Voilà, on y va. Pour Romaric, c'est un honneur de recevoir James dans sa cuisine. Pour cette raison, il écoute conseils et remarques avec beaucoup d'attention. Voilà, tout doucement, c'est bien. Voilà. Donc, si tu as envie d'assaisonner, tu assaisonnes. Les huîtres ne sont pas trop salées en ce moment. Oui, c'est pas trop. Parce qu'il a plu beaucoup. Donc, comme il a plu beaucoup, il y a beaucoup de douceur dans l'éclair. Donc, comme il y a beaucoup de douceur dans l'éclair, ben, forcément, les huîtres sont beaucoup moins salées que la normale. Le doussin, c'est de l'eau douce mélangée à de l'eau de mer que l'on retrouve souvent dans l'éclair, ces huîtres spécifiques à Oléron. Voilà, Romaric. Donc là, 10 minutes sont passées. On regarde. Donc là, je les sors, toi. Et là, tu t'aperçois qu'elles sont mi-cuites. Mais quand tu la touches, si tu veux, toi, c'est très bombé. D'accord. Donc là, il y a une tonicité. Là, c'est intéressant. C'est là où il ne faut pas trop les cuire, les huîtres. D'accord? Donc là, on est bon. Alors, je les retire. Et là, il faut que l'action soit rapide. C'est toujours ce que je te disais tout à l'heure. C'est un peu compliqué. Donc là, ce que je fais, moi, habituellement, je récupère un petit peu de jus que je mets dans mon beurre blond. Voilà. Tu vois, je rajoute un petit peu. Ça ramène un petit côté, voilà, ouais, un petit côté iodé. Moi, j'aime bien le faire. Voilà. Tu vois. Voilà, c'est tout. Pas plus. Voilà. Je le réserve après. Je le réserve de nouveau. Voilà. Et là, après, et ben voilà, on fait ça. Hop, on les égoutte bien. Et avec le sel, on se les installe. Ça les cale bien. Ça les cale bien. Alors, avec le sel d'Oléron, ça les cale encore beaucoup mieux, parce que j'ai essayé avec d'autres sels, mais ça marche pas. D'accord. Je sais pas pourquoi. C'est quoi, c'est un peu plus humide peut-être? Ben ouais, puis c'est... Tu vois, donc ça fait un beau plat. Et voilà. Et après, il suffit de napper chaque huître, bien couvrir. Donc c'est pas la peine d'en mettre de trop. Pour pas casser le bout de l'huître. Oui. Et puis tu vois, là, elles sont pas trop cuites, donc c'est génial, parce qu'en fin de compte... Alors, faut vraiment être dessus, tu vois, donc... Bon, t'en as qui les cuisent à la salamande aussi. Oui, d'accord. Moi, ça me plaît un petit peu moins. Voilà, donc tu vois, l'huître là. Et là, on va se prendre chacun notre assiette. Des secrets de fabrication aux techniques de mise en place, James délivre son savoir-faire avec gourmandise. À quelques heures du premier service, il leur reste peu de temps pour déguster cette recette collective. Et même en mangeant, les commentaires vont bon train. Donc tu vois, le fait de pas trop les cuire, bah t'as ce côté iodé derrière qui est hyper important, quoi. Elles sont super bonnes. Hein. On sent vraiment l'huître derrière. Ouais. Le poireau, ça vient juste à ajouter... le poireau, ça va bien avec l'huître. Un petit peu de douceur, là, c'est vraiment super bon. Moi, je les mange entières et c'est vrai que celle-ci... Allez, je vais en manger un avion de chasse. Oh, elle est énorme. Même le matin, c'est bon. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça vaut un croissant. Hein. Oh. C'est un croissant oléronais, tiens. Voilà. C'est bon. Excellent. Ouais, merci bon, M. Robert. Bah écoute, non, c'était super. Donc là, on va débarrasser, parce que l'heure du service va pas tarder. Ah oui, il va falloir y aller. Hein. Ouais. Allez, débarrasse. À Oléron, l'huître est un vrai symbole. Evelyne est responsable du site ostréicole de Fort-Royer, sur la côte est de l'île. Sur cette zone protégée,
On élève des huîtres depuis presque 100 ans. C'est un petit village ostréicole qui a été construit dans les années 20. Et à l'époque, ils étaient une quarantaine. Alors, il faut imaginer une quarantaine d'hommes, sabots de bois dans les pieds, creuser tous les marais, tous les chenaux et à la main. Alors, c'est un métier très dur, un peu de jeunes ont repris le flambeau. Et sur le site de Fort-Royer, actuellement, nous avons 7 professionnels qui travaillent. Evelyne a justement rendez-vous avec l'un d'entre eux. Salut! Guilhem s'est installé ici un peu par hasard. Originaire de Montpellier, c'est en venant aider un ami ostréiculteur qu'il a décidé de rester. La première fois qu'il a goûté à une huître fine de Clair, il n'a eu qu'une seule idée en tête, affiner lui-même ses huîtres ici, dans ces marais d'eau douce. Et voilà des huîtres bien sales, quasi prêtes à être mangées. Mais de là à les avoir dans nos assiettes, il reste encore quelques étapes. Au niveau de la saveur, c'est une fine qui est très douce. Il y a très peu de sel, il n'y a plus beaucoup, donc il y a très peu de salinité. Et elle est très bonne. Pour les rendre encore meilleures, il va falloir les faire dessaler et les nettoyer avant de les proposer à la vente. On les met dans le dégorgeoir. Une baignoire à huîtres. Voilà, une piscine pour les plus imaginatifs. Et donc dans ce bassin, elles doivent rester un minimum 24 heures avant d'être commercialisées. Guilhem prend soin de ses huîtres quotidiennement en compagnie de son unique salarié. Vas-y en bas, là, n'en profite pas pour rien faire. Hein. Non, je te jure, celui-là. Et donc on les emballe, on les dispose dans le bon sens. Dans les années 70, on comptait encore plus de 4000 ostréiculteurs à Oléron. Mais le travail est dur et les jeunes comme Guilhem se font de plus en plus rares. Aujourd'hui, ils seraient à peine un millier. Faute d'activité, ces jolies petites cabanes ostréicoles ont elles aussi été sur le point de disparaître. Il a donc fallu leur donner une seconde vie. Voilà, là c'est l'atelier expo. Et dans toutes les cabanes, c'est pareil. Il n'y a qu'un endroit pour travailler et un endroit pour exposer. On essaye de conjuguer les deux, puis c'est agréable de venir peindre ici. Les cabanes ostréicoles ont été transformées en ateliers de peinture et lieux d'exposition. Bernard, lui, y a élu domicile il y a tout juste 3 ans. Voilà, alors ça commence comme ça, puisque ça c'est l'endroit d'où on vient. La petite cabane jaune dans le fond, c'est celle où on était. Et puis là, cette année, je suis parti sur... comme j'avais fait un peu le tour, j'avais un petit peu réglé mon histoire en une dizaine d'années, tout ce que j'avais envie de faire sur le site. Et là, ça a été plutôt des gros plans, si tu veux, sur ce que j'ai trouvé. Celui-ci, il est magique. En planche et tout, voilà. Et non, mais c'est des planches qui sont vivantes. Oui, oui, c'est ça. C'est des planches du site. C'est tout à que fait j'ai ça. trouvé sur le site. C'est donc dans une cabane que Bernard peint des cabanes. Il va même jusqu'à réutiliser pour son travail des morceaux de bois provenant de ces mêmes cabanes. On peut vraiment parler de passion. Avant qu'on arrive, vous étiez en train de travailler? Bah, j'étais sur des cabanes ostréicoles, justement, puisqu'on en parlait. On regarde? Oui, si vous voulez, oui. Pas... C'est toujours un plaisir, hein. C'est des images qui sont en train de naître, voilà. Le montage, bon là, c'est bien avancé déjà, hein. Bon, après dans l'aquarelle, c'est les blancs. Je pense que tu as touché un petit peu à l'aquarelle, non? Ouais. Pour laisser les blancs, puis après tu fais ta petite construction. Ça commence à prendre vie, si tu veux, puis peut-être qu'au bout d'un moment, ça va s'éteindre. Et c'est là qu'il faut s'arrêter tout de suite. Tu as déjà touché au pinceau. Aujourd'hui, 50 cabanes ont été réhabilitées. Et pour Bernard, le bénéfice est double, puisque c'est sa principale source d'inspiration. Ce nouveau marché se porte bien. C'est même un des sites de l'île les plus fréquentés par les touristes. À la sortie de l'île, à l'intérieur des terres, Brouage, un petit village un peu caché, témoigne lui aussi de l'histoire de la région. C'est là que Thierry a rendez-vous avec Jérôme, un jeune guide touristique. Il va lui parler d'un autre enfant du pays, l'aventurier Samuel de Champlain. Nous pouvons aller voir les vitraux au fond de l'église, sur les deux côtés, les deux nefs, que tu puisses me donner quelques explications. Bah, volontiers, volontiers.
Donc c'est vrai que Champlain, c'est quand même un personnage particulier. Quand on va au Canada, hein, il est vraiment considéré comme le père de la Nouvelle-France, et ce n'est pas une réputation usurpée. C'est aussi la raison pour laquelle, dans cette église, on va retrouver énormément de traces qui attestent de son rôle, de ce rôle important qu'il a joué. Deux vitraux ici, hein, sur ce côté droit donc, de la nef, avec Champlain, donc Québec. Là, c'est la ville de Québec qui a financé ce vitrail, et on y voit à la fois donc une représentation de l'explorateur, mais qui n'est qu'une représentation puisqu'on n'a pas de portrait de Champlain en réalité, et en revanche, on a en dessous une reproduction du livre qu'il a réalisé lors de ses explorations, avec ce qu'on appelle l'habitation de Champlain à Québec. Donc c'est la première installation des Français donc, sur le cours du fleuve Saint-Laurent. Voilà. Puisqu'on est dans une église, on a également un vitrail, il est sur ce côté droit, qui est consacré à Monseigneur Laval, le premier évêque catholique d'Amérique du Nord. Et on voit que dans ce vitrail-là, on a choisi de représenter à la fois donc, le premier évêque installé à Québec et ce qui a fait la richesse déjà vue par Champlain au début du XVIIe siècle de cette installation des Français, qui était la traite de la fourrure, les bonnes relations avec les tribus indiennes. Là, on a vraiment tout un ensemble d'éléments qui rappellent cette grande aventure finalement d'un enfant de brouage. À sa manière, Stéphane, notre nouveau guide, est un aventurier lui aussi. Féru de nature, il a décidé de nous emmener à la rencontre de Joël, en haut des cimes. Bonjour. Oui, bonjour, bienvenue. Bienvenue à la cabane perchée. Bien, Madame Paco. Tout à fait, monsieur. Bon, est-ce que je peux monter? Bien sûr, je vous y invite. Donc vous allez parcourir 36 marches avec un palier de repos. Un petit échauffement de rien du tout pour un gaillard comme Stéphane. Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue. Merci. Alors c'est ici la cabane perchée? Oui, tout à fait. Donc c'est une cabane qui a été réalisée en 2009. Ouais. Donc la toiture est en mélèze, bardeaux de mélèze. Ce que vous voyez ici, ce sont des bardeaux de Douglas. De pin Douglas. Voilà. Et l'extérieur, ce sont des bardeaux de châtaignier. Ok, voilà. Et on est à quelle hauteur là? Donc nous sommes à 7,50 m. 7,50 m au-dessus du sol. Autour de nous, c'est des chênes. Autour de nous, vous avez un bosquet de chênes. Il y a des noisetiers également. Puis là, vous apercevez des bouleaux. Ah, c'est très sympa. Alors dites-moi donc, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire une si jolie maison dans les arbres, une cabane perchée? L'idée, en fait, gamin, on faisait des cabanes avec des fougères. Ouais. Donc je me suis dit, déjà la tendance était pour les cabanes en l'air. Donc je me suis dit, on a le chêne, 80 ans d'âge, pourquoi pas tenter cette expérience, sachant que nous étions seuls sur le pays Marais-d'Oléron, la Charente-Maritime. Donc c'était déjà un atout pour engager cette nouvelle activité. Et oui Joël, qui n'a jamais rêvé enfant de dormir dans une cabane dans un arbre? Aujourd'hui, ce rêve est donc réalisé, avec en prime un confort sur mesure. Ah bah oui, c'est confortable, on a 2 petits lits sur mezzanine, très sympa, avec la petite cigogne découpée. Les voisins là sont les oiseaux et les écureuils. Des voisins certes un peu bruyants, mais tellement originaux. Est-ce que je vous invite à boire un petit verre? Bah, ce sera avec plaisir, mais je ne vais pas vous obliger à retourner à la maison. Mais non, je vous invite à tirer sur la poulie pour monter le panier. Comme ceci. Allez-y, allez-y. Voilà, décrocher. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Hop. Oh, d'accord. Voilà. Alors, on va boire à la santé de la cabane? Volontiers. Je vous invite à me servir. Avec plaisir. Santé. Santé.
Excellent. Production locale. Oui. Autant dire que dans la région, les productions locales, ce n'est pas ce qui manque. Celle que nous découvrons maintenant est assez particulière, puisque sa fabrication n'a pas changé depuis le XIIe siècle. Il s'agit de la farine de blé du Moulin des Loges. Stéphane a rendez-vous cette fois avec Anne-Christine. C'est un moulin à eau, mais quand même bien particulier. C'est pour ça qu'on précise que c'est un moulin à marée, puisqu'il fonctionne donc avec l'énergie des marées. Le Moulin des Loges est l'un des derniers moulins à marée de toute l'Europe. Vous allez voir, le moulin il vit, il s'exprime, et bruyamment. Voilà. Stéphane, très attentif à ce que lui raconte Anne-Christine, attend avec impatience la mise en marche du moulin. Allez, c'est parti. Tous ces engrenages pour faire fonctionner la meule, c'est ce qui va permettre d'écraser le grain de blé et d'obtenir la farine. Arrive, le grain va descendre ici dans la goulotte, légèrement inclinée qu'on appelle un auget. Et là, au milieu, le grain va descendre pour venir entre les meules. Donc là, encore une fois, on est en période d'hivernage, on n'écrase pas là tout de suite. Anne-Christine a bien voulu nous expliquer le fonctionnement du moulin, bien qu'il soit en période d'hivernage. Car à cette époque de l'année, il est d'habitude en repos. Mais voilà ce qu'il peut fabriquer. Et on va obtenir un pain riche en fibres, assez coloré, donc comme celui-ci. Et de toute façon, c'est du pain complet, puisqu'on est en meule de pierre. Donc on a le germe de blé qui est conservé. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Anne-Christine. De rien, avec plaisir. Stéphane repart avec une belle histoire à raconter. Quant à nous, nous poursuivons notre balade culinaire. Et s'il est un spécialiste des productions locales, c'est bien James, notre guide gastronomique, qui nous emmène cette fois au domaine de la famille Favre pour y déguster un célèbre breuvage. Wow, superbe. Donc là, c'est... Là, c'est les alambics charentais. Alambics charentais traditionnels qui servent à faire l'eau de vie de cognac. L'eau de vie de cognac, c'est un alcool que l'on sort à 70 degrés avec ces appareils à partir d'une distillation de vin blanc. Et cet alcool va servir soit à faire du cognac à 40 degrés ensuite, soit on peut en faire des liqueurs. On fait beaucoup de liqueurs dans la région, liqueurs de poire, d'orange, je ne sais. Ou alors, vraiment d'une façon très populaire, le pinot des Charentes. L'excellent pinot des Charentes. Blanc, rouge ou rosé. Ici, l'alcool qui a le plus de succès, c'est bien le pinot des Charentes, un vin liquoreux à la recette ancestrale. 3/4 de jus de raisin pour 1/4 de cognac. Au domaine, on en produit depuis 3 générations. Et là, j'ai l'impression que tu vas me faire goûter du pinot. Je vais t'en faire goûter. C'est la première fois que je goûte du pinot directement au tonneau. Comme ça. Ah bon, mais ça se boit que comme ça, directement au tonneau. Toi, ouf, il a une belle couleur. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une belle couleur ambrée. Ouais. Je vais d'abord le faire... Donc là, il y a combien de temps qu'il est... Alors ça, c'est un pinot relativement jeune, 3 ans de vieillissement. Oh, le minimum imposé par l'appellation d'origine contrôlée, c'est 18 mois. Après, on peut aller au-delà. Tiens, je t'en prie. Magnifique. Très joli. Très joli, très joli. Donc plus il vieillit, plus il doit se colorer. Alors, donc le pinot, c'est toujours... Alors, tu sais comment c'est... Ça a été découvert, le pinot, comment c'est arrivé? On m'a dit que c'était des moines, mais je sais pas. Non, c'est pas des moines. Les moines n'ont pas tout fait non plus. Donc en fait, dans cette région, à une époque, on faisait que du cognac. Et un viticulteur, au moment des vendanges, a mis dans un fût qu'il croyait vide du jus de raisin, dans l'espoir de le voir fermenter, devenir du vin. Et pour le distiller ensuite avec les appareils qu'on a vus à l'entrée du bâtiment, pour faire du cognac. Et en fait, au moment de la distillation, il a goûté son vin et il s'est aperçu que ce n'était pas du vin. C'était encore sucré, comme si son jus de raisin n'avait pas fermenté. C'était sucré, mais c'était quand même alcoolisé. Alors là, il ne comprenait plus. Et il a compris plus tard son erreur, c'est-à-dire qu'il avait laissé dans le fond de son fût du cognac de l'année précédente. Et quand il a ajouté le jus de raisin, le cognac de l'année précédente a empêché son jus de raisin de fermenter. Donc il a inventé le pinot.
sans le savoir, en mélangeant du jus de raisin avec du cognac de l'année précédente. D'accord, et son nom, lui, c'était? Je sais pas tout. C'est pas Monsieur Pinot. On peut le penser, mais je ne le sais pas. Donc c'est vraiment le fruit d'une erreur, d'une étourderie. Moi, ça me plaît bien. Un métier d'étourdi, ça me va bien. Sur un produit quand même qui est assez... Qui est sympa, ouais. Qui est sympa. Et voilà comment ce vin de liqueur, célèbre dans le monde entier, est né d'une étourderie. Voilà, donc là, Écoutez, quand la même. tienne. Pascal connaît sa production sur le bout des doigts et il en profite pour donner à James un petit cours d'œnologie. Donc là, on a vraiment un pinot qui est encore un peu jeune, hein. Il mérite de vieillir encore un petit peu. On a cette belle couleur ambrée, on a la finesse au nez quand même, hein, la finesse du cognac. Après, en bouche, on retrouve la sucrosité, on retrouve des notes de miel, de noix, enfin je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est ça que je retrouve. Il n'est pas trop puissant. Je pense que c'est normal. Il n'est pas très alcoolisé. Il donne l'impression d'être pas alcoolisé, mais... Alors, le degré d'alcool est d'environ 17 degrés, mais en vieillissant, c'est sûr que le pinot perd son côté alcooleux que l'on a au départ, au tout début. Oui. Lorsqu'on mélange l'eau de vie de cognac et le jus de raisin, on a un côté alcooleux qui ressort énormément. Et le vieillissement sert à atténuer tout ça. Oui, donc ça veut dire que plus ça va dans l'âge, plus il prend du goût. Voilà. Nous, on dit qu'il devient fondu, de plus en plus fondu, de plus en plus harmonieux. Alors qu'au départ, on dit qu'il est un peu dissocié, c'est-à-dire qu'on a ce mariage forcé entre les deux éléments. Et on retrouve, dans un pinot très jeune, d'un côté l'alcool, de l'autre côté le jus de raisin. On ne retrouve pas l'harmonie. En vieillissant, on retrouve une harmonie vraiment générale, une homogénéité. La dégustation de Pinot terminée, James nous emmène maintenant à la découverte du produit phare de la région, le produit qui a fait la richesse de l'île, le sel. Et c'est au milieu des marais qu'il retrouve Olivier. Les deux hommes se connaissent bien, car le chef cuisinier s'approvisionne chez lui. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce sel Léronais? En tant que Léronais tous les deux, on sait qu'il est meilleur que les autres. Donc... Mais voilà, tout à fait. Qu'est-ce que tu lui trouves? Mais en fait, la qualité du sel vient de la qualité de l'argile, ça je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et donc nous, les anciens, appellent ça la sauge grise. L'histoire du sel, Olivier la connaît par cœur. Et ça, sur Oléron, il y a toujours eu de la fleur de sel. Ça s'est fait depuis... Il y a toujours eu, il y a à peu près 1000 ans, que sur Oléron, on fait du sel. D'accord. Voilà, la première saline, au niveau des papiers, on a repéré la première saline en 1040 sur la commune du Château. Ah oui, voilà. Au sud de l'île. Et les historiens pensent que ça date d'il y a plus longtemps. Mais sur les papiers, encore en 1040 sur la commune du Château. Ouais, tu m'apprends plein de choses. Là. Voilà. D'accord. Donc le plus gros de la récolte, le plus gros de la production s'est fait au milieu du 16e, où là on a compté 85 000 à peu près R, donc carrés, de marais salants. Il y avait 4250 livres de marais salants. Une livre de marais salants, ce sont 20 carrés. Donc 4200 x 20. C'était une monnaie importante à l'époque. Voilà, c'était la richesse d'Oléron. Si la récolte du sel est une activité historique, l'activité touristique incontournable, c'est la pêche à pied. Elle se fait sur ces rochers, entièrement découverts à marée basse. Evelyne nous emmène à la rencontre de Jean-Baptiste, un spécialiste en la matière. Voilà. Ah ben voilà. Ton crabe préféré? Ouais. C'est vrai que c'est un très beau crabe. Il est très beau. Il a un maquillage dessus. Il est très joli. Marbrure. Il a, parce que son nom latin est compliqué, les gens d'ici lui donnent un petit nom? Oui, on appelle ça la buette ici. La buette. Certains pêcheurs les mangent en soupe, mais bon, c'est pas mon cas parce que c'est vraiment trop petit et trop joli. Ouais. Mais bon, voilà. Et donc ici, on a cette espèce-là, le crabe marbré, qui est aussi appelé crabe carré ici, ou la buette, enfin il y a plein de noms. D'accord. Ici les crabes, c'est vraiment pas les noms vernaculaires qui manquent, quoi. Sur ce petit kilomètre de rocher, les espèces présentes se comptent par milliers. C'est ce qui rend ce site unique au monde. Une des missions de Jean-Baptiste, faire en sorte qu'il le reste. Pendant l'été, il organise même des sorties pour aider les pêcheurs amateurs à différencier les crustacés. Alors,
des oursins, des crabes, des limaces de mer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme espèces sur l'estran? Il y a une grande diversité. Alors pour la pêche, ce qui est intéressant, c'est surtout quand même les crabes, effectivement. Il y a quand même une dizaine d'espèces de crabes, dont 2 ou 3 qui se mangent, notamment les trilles, ici, qui est très recherché sur Oléron. On a estimé qu'ils sont pêchés 400 000 par an par les pêcheurs à pied récréatifs. Donc c'est un crabe très recherché. Il y a aussi le tourteau, qui devient rare, mais qu'on peut quand même arriver à trouver. Et puis après, il y a tout un tas d'espèces aussi qu'on peut simplement venir découvrir et s'arrêter dessus. Et on n'est pas obligé d'être seulement en train d'essayer de trouver à manger. On peut aussi profiter d'une marée basse pour aller découvrir la nature. Et il y a toujours, tous les 3 mètres, il y a quelque chose d'étonnant à découvrir. Le rôle de Jean-Baptiste, c'est donc d'aider les touristes à devenir plus responsables, en évitant par exemple de pêcher des espèces trop jeunes ou de les pêcher en trop grande quantité. Bien, merci beaucoup pour cette belle découverte. C'est vrai que les estrons sont des endroits magiques et il faut le dire, il faut les protéger. Exactement. Un grand merci et puis bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Pour Evelyne, vous l'aurez compris, respecter l'environnement, c'est important. Et c'est pour ça qu'elle tenait à nous présenter Grégory, un personnage dynamique et plutôt inventif. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est le petit coucou hebdomadaire. Ça va? Ça va. Super. Ta forme? Super. Bonjour. Donc, ouais, pour les huiles. Eh ben oui, voilà. J'ai 3 bidons là, aujourd'hui. D'accord. D'accord. On pourra passer on va les récupérer. D'accord, ça marche. Ouais. Tu veux boire? Petit café? Ouais. 2, stop? Ouais, ça marche. Bon. Une fois par semaine, Grégory se rend dans ce café-restaurant pour récupérer de l'huile de friture. Direction ensuite son atelier, très innovant, à quelques kilomètres de là. Alors là, si tu veux, donc on arrive à la station de filtration, donc sur les copeaux, la Dolus, là, et l'huile du zinc, qui est une huile de bonne qualité, on va la rentrer directement, ici, là, où là, tu retrouves toutes les autres huiles qu'on collecte dans les autres établissements. Donc là, par exemple, tu vois, c'est la boucherie Simon au château. Là, ça va être la Cigale, la Marine, et en fait, avec ces bidons, on a toute une traçabilité pour savoir à quel moment on les récupère dans l'établissement. Et ensuite, on voit le potentiel de revalorisation qu'on a à l'intérieur. L'été, avec l'afflux des touristes, les restaurants tournent à plein régime. C'est comme ça que Grégory a eu l'idée de récupérer ces huiles usagées. Donc là, on a les huiles qui sont dites de bonne qualité, qui décantent toujours dans ces vaches à eau, là, comme tu peux le voir. Et après, on filtre à la demande. Et donc, on a un produit qui est là, je vais te montrer, qui est conforme à donc une norme européenne qui s'appelle la DIN 51605, tu vois. Donc au début, on a un déchet, si tu veux, on va avoir une huile qui part de cette couleur, au départ. Et après ce principe de filtration, on arrive à ça. Voilà. Et ça, si tu veux, là-dedans, il y a 248 ppm d'eau, ça veut dire partie par million, et la norme est à 750. Donc tu vois, on est 3 fois en dessous. Et ça, c'est donc un produit qui est du diesel, en fait. À peine croyable, Grégory recycle de l'huile de friture pour la transformer en diesel pour véhicules. Enfin, presque. Donc, n'importe qui ayant un moteur qui va fonctionner avec ce type de carburant peut venir ici et puis... Alors, ça, c'est techniquement parlant, c'est ce qui est possible de faire. Après, nous, ici, on ne fait pas ça pour être des pompistes, tu vois, de contrebande, ou etc. Car en France, il est toujours interdit de rouler avec ce type de diesel. Mais Grégory bénéficie d'une autorisation particulière pour cette camionnette qui sert à transporter des personnes qui n'ont pas de véhicule. Du coup, la prochaine fois que je fais des frites à la maison, je t'appelle. Excellent. Salut à toutes, merci. Bye. Ici, entre l'océan et les terres, les habitants sont très proches de la nature et ils ont à cœur de la préserver. C'est le cas d'Evelyne, mais c'est aussi celui de Stéphane. Cette fois, il a rendez-vous en forêt avec Chantal pour une balade au grand air. Bonjour Chantal. Bonjour Stéphane. Donc tu vas m'emmener faire un petit tour en forêt, c'est ça? C'est le principe de l'association Les Sorties de la Renarde? Eh bien écoute, oui, on va profiter de cette balade en vélo pour présenter un peu l'environnement forestier de l'île d'Oléron. D'accord. Et puis là, on est dans la forêt de Saint-Trojan. Ok. Donc t'es prêt? Avec plaisir. Allez, on y va. Je te suis.
La forêt domaniale de Saint-Trojan s'étend sur presque 2000 hectares, ce qui représente quand même le 10e de la surface totale de l'île. Cette forêt est née de la main de l'homme, et Chantal va nous expliquer dans quelles circonstances. Voilà, ben écoute, on va peut-être poser les vélos là et puis parler un petit peu de la mise en place de cette forêt. Ouais. Donc c'est une forêt qui est relativement jeune, qui remonte au décret napoléonien, quand on a décidé de créer ou de recréer nos massifs forestiers en France. Bon, la forêt primaire, la forêt originelle sur l'île d'Oléron, pour des raisons diverses, avait disparu. Et on va reconstituer cette forêt pour bloquer les sables, parce que les sables poussés par les vents dominants, l'ouest et par là, bien sûr se déplacent et vont jusqu'à recouvrir nos villages. D'accord. Je crois même qu'on parlait d'une église ensevelie à Saint-Trojan, non? C'est une légende ou... Alors non, c'est pas une légende, mais c'est vrai que au fil des siècles, les sables, le premier obstacle que les sables ont rencontré, ça a été le village de Saint-Trojan. Ouais. Et on dit qu'on marche sur le clocher de la première église du village. D'accord. Ah non, c'est pas une légende, c'est vrai. Tout en pédalant, Stéphane et Chantal observent surtout des chênes verts et des pins maritimes, des arbres qui constituent la base de la forêt oléronaise. Quant aux animaux, certains sont arrivés ici de façon un peu particulière. Dans les années, là je ne me souviens plus trop, mais je crois 1940, peut-être 1950, on voit réapparaître le sanglier comme par miracle. Et tu sais comment il est arrivé là? Non. T'as pas une petite... À la nage? Eh bien oui, tu rigoles, mais nous sommes ici tout près de la pointe sud de l'île et du pertuis de Maumusson qui nous sépare du continent. Eh bien les sangliers ont traversé à la nage. D'accord. Et puis l'île a dû leur plaire parce qu'ils sont restés. Et maintenant ils s'y multiplient. D'accord. Oui, donc Stéphane, là tu entends la mer. Oui. Donc on est tout proche de la plage, donc on va y aller. D'accord? Je te suis. On ne s'arrête pas, entre-temps, on y va directement. En suivant la piste cyclable, Chantal et Stéphane s'apprêtent à rejoindre la plage et ses dunes magnifiques qui longent la forêt. Bon, tu vois Stéphane, là, ces arbres tout brûlés par les embruns salés, recouverts par le sable en partie, là c'est le haut des arbres que tu aperçois. Il faut savoir qu'avant c'était la forêt ici. Puisque quand on va recréer cette forêt, on va créer des dunes artificielles. Donc on va commencer dans les années 1820-1830. Et quand on parle de dunes artificielles, tu imagines des kilomètres et des kilomètres de planches de bois, donc des palissades de bois, face à l'océan sur plusieurs kilomètres. Et le sable poussé par les vents dominants, comme il est là aujourd'hui, plein ouest, rencontre cet obstacle, s'accumule devant, se faufile entre les intervalles, si bien que la dune va se constituer, si tu veux, de part et d'autre de cette palissade de bois. Et on a fait comme ça successivement 8 dunes artificielles. Alors la première, 1820-1830, je te passe les dates intermédiaires. La dernière, 1970. Ah oui, c'est quand même très récent. Et là, globalement, on va dire, depuis une trentaine d'années, on parle de réchauffement de la planète, du niveau de la mer qui augmente. Eh bien, la mer va s'étaler davantage sur toutes les côtes de la planète. Et la mer nous a déjà repris 4 palissades en, on va dire, globalement 30 ans. La balade a été instructive et a permis à Stéphane de s'échauffer, car l'activité qui l'attend maintenant est un peu plus sportive. Rendez-vous au sud de l'île, sur la plage de Grand Village. Stéphane a rendez-vous avec Adrien. Aujourd'hui, c'est jour de grand vent, et qui dit grand vent, dit char à voile. Salut Adrien, ça va? Ça va, bien, et toi? Bah écoute, impeccable. Alors, tu viens faire un peu de char à voile? Bah ouais, si c'est possible aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses des conditions? Ouais, ça m'a l'air bien, il y a du soleil, du vent, pas trop de place sur la plage, mais on va faire un essai. Ok, je te suis. Un face-à-face entre deux sportifs, car dans la vie, Stéphane est professeur de kayak. Et à quelques minutes du départ, il n'est pas totalement rassuré. Si tu te retournes, faut qu'il reste sur la tête. Ouais. Ça marche. Bon. Je crois. Et c'est parti pour une demi-heure de char à voile. Cette plage est idéale. Des kilomètres de sable dur et plat à marée basse et des vents qui soufflent à plus de 70 km/h.
Chaque année, près de 3000 personnes se laissent ainsi tenter par l'aventure. Pour Stéphane, aucune chute à déplorer, des sensations fortes au rendez-vous. Bref, il est conquis. Oh, c'était excellent. Excellent. C'était cool en fait, il y avait les bonnes conditions. Hein. Ouais. Ah, ça t'a plu, ouais? Ah ouais, ça envoie, ça va vite. C'est vraiment, finalement assez simple. Ouais, t'as trouvé ça facile? Assez simple, ouais. Et puis bah, c'est de la sensation à bloc, quoi. C'est de l'adrénaline. Non, c'est vraiment une belle activité. Hein. Ouais, parce que j'ai trouvé que tu t'es bien débrouillé en plus. Hein. Ça a été, t'as bien compris comment ça marchait. Bah, c'était super. Par contre, il vaut mieux prévoir la tenue adaptée. Hein. Ouais, quand il se peut qu'on roule un peu dans l'eau et ça éclabousse un peu, ouais. Hein. Ça crépit. T'en as un peu sur le visage. Une bonne douche, quoi. Mais quand on est assez bon, on reste sec. D'accord. Donc j'ai encore une bonne marge de progression. En attendant la prochaine fois, partons plutôt pour une balade en kayak. Un sport plus calme, où l'on peut même prendre le temps de contempler des oiseaux migrateurs, présents par milliers ici. C'est sur cette agréable promenade en mer que s'achève notre découverte du pays d'Oléron. Un voyage rythmé par des rencontres avec des hommes, des femmes qui vivent chaque jour au rythme de l'océan, qui cultivent des produits d'exception, avec des habitants chaleureux qui promettent à tous des découvertes inoubliables sur leur île.